d'abord, merci de m'avoir invité à présenter un travail qui, en quelque sorte, illustre le propos de Claude, qui s'inscrit en plein dans son, voilà, dans sa perspective, dans la perspective de Jean-Pierre Darré. J'essaie de le... Comment on fait pour agrandir? Ah, c'est là. Tu passes par affichage et puis tu as diaporama. D'accord. Mode lecture. Ouais, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Très bien. Ok. Donc, il va s'agir d'une illustration en fait, des idées de Jean-Pierre Darré et de Claude, mais dans un contexte différent de celui des agriculteurs. Donc, ça va être un peu exotique. J'espère que ça vous plaira et que ça fait un petit peu en contrepoint. Voilà. Alors, l'idée, c'est que de départ, alors excusez-moi, mais comment on fait pour... Ah, voilà. L'idée de départ, c'est qu'on a parlé de collectif, on a parlé de groupe de pairs, et le travail que j'ai fait depuis une vingtaine d'années sur l'action collective entre pairs m'a amené à réfléchir à ce que j'appelle la collégialité et à l'idée comme une forme organisationnelle orthogonale à la bureaucratie. Donc, à partir du moment où on parle d'action collective entre pairs, je pense qu'il y a des dispositifs organisationnels qui sont faits pour ça. Ce sont les dispositifs collégiaux. Mais leur spécificité, c'est qu'ils ne fonctionnent que grâce aux relations hyper personnalisées entre les collègues, avec les risques que représente cette hyper personnalisation. C'est-à-dire que dans les milieux collégiaux, c'est-à-dire dans l'action collective entre pairs, rien ne peut fonctionner dans l'action collective si les gens ne se connaissent pas bien entre eux, s'ils ne se font pas confiance entre eux, si en arrivant aux réunions, ils n'ont pas déjà préparé les réunions entre eux avant d'arriver aux réunions, etc. Donc, on n'est pas dans un système bureaucratique, hiérarchique, etc. On va voir qu'il y a de la hiérarchie, mais elle est informelle. Et la question est de savoir comment ça fonctionne, alors, ces systèmes d'action collective hyper personnalisés. Et d'où l'idée d'utiliser l'analyse de réseaux sociaux, une méthode sociologique développée depuis les années 30 en sociologie, depuis la sociométrie, pour comprendre comment fonctionne l'action collective entre pairs. Alors, très rapidement, parce qu'il n'y a que 20 minutes, il y a des formes structurales qui aiment, c'est-à-dire des formes relationnelles, des infrastructures relationnelles, si vous voulez, des régularités dans les relations entre les pairs, qui aident le collectif à fonctionner. Alors, il y en a deux, je vais m'arrêter à deux. Des différenciations verticales entre les pairs, j'appelle ça du statut, des différences de statut, et des différenciations horizontales entre les pairs, j'appelle ça des niches sociales. C'est-à-dire on fonctionne entre pairs en niches sociales. Et les niches sont reliées entre elles. Ce n'est pas juste des petites cliques séparées, c'est des positions dans une division du travail, mais à l'intérieur de chacune de ces positions, il y a une certaine densité relationnelle. Bon, alors qu'est-ce que ça a à voir avec la connaissance, la construction, l'apprentissage collectif et la connaissance que, par exemple, les agriculteurs, mais beaucoup d'autres professions peuvent construire de manière endogène. Eh bien, l'idée, c'est que lorsque on construit une connaissance de manière endogène, bottom-up, c'est-à-dire entre collègues, entre pairs, eh bien, cette connaissance est basée sur un échange social. Et cet échange social, c'est le suivant. Ça a été théorisé par Peter Blau des années 50. Je demande conseil à quelqu'un, et pour obtenir ce conseil, eh bien, je reconnais le statut social, j'ai une certaine déférence vis-à-vis de la personne qui va me donner ce conseil. Donc, il y a échange de reconnaissance contre de l'intelligence pertinente. Ce n'est pas du tout un échange économique. À partir de là, à partir du moment
où on comprend que les jeux de statut social sont consubstantiels à la construction de la connaissance endogène, eh bien, on comprend certaines observations, comme par exemple le fait qu'un professeur d'université ne va pas demander conseil à un de ses doctorants ou à un de ses assistants, parce qu'on ne demande pas conseil à des gens en dessous de soi, parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'air de ne pas savoir. Les jeux de statut interfèrent avec la construction de la connaissance. Et pourtant, très souvent, croyez-moi, les doctorants et les assistants en savent beaucoup plus que leur patron. Donc, il y a un certain nombre de règles qui se mettent en place pour organiser les échanges de conseils, les échanges de connaissances. De plus, les relations de demande d'avis, par exemple, elles sont encastrées dans d'autres réseaux, dans les réseaux d'amitié, les réseaux de collaboration. Les analyses de réseau ont montré que pour demander conseil à quelqu'un, ça aide si je suis ami avec lui ou elle. Pour demander conseil à quelqu'un, ça aide si j'ai déjà travaillé avec lui ou avec elle. Donc le conseil, la collaboration mène au conseil, l'amitié mène au conseil, et vice-versa d'ailleurs. Donc encastrement des réseaux de conseil donc des réseaux dans lesquels on construit de la connaissance, dans d'autres réseaux. Maintenant, ces réseaux de conseil qui nous intéressent particulièrement. C'est pour ça qu'on va insister aujourd'hui, non pas sur les niches sociales, mais plutôt sur le statut social. Ces réseaux, ils sont assez hiérarchiques, mine de rien. On croit souvent que quand les échanges sociaux... on a une sorte de vision utopique du fonctionnement des échanges sociaux. On pense qu'ils sont égalitaires, etc. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, même sur les forums en ligne, sur les plateformes dans lesquelles n'importe qui a le droit de poser des questions et n'importe qui a le droit de répondre. Eh bien, quand on étudie la structure de ces réseaux-là, des réseaux qu'on peut reconstituer à partir de ces observations-là, on s'aperçoit qu'ils sont très, très hiérarchiques, en fait. Ce n'est pas des hiérarchies formelles, mais c'est des hiérarchies quand même. Par exemple, vous avez en haut à droite, non, en haut à gauche, un réseau de scientifiques. Eh bien, plus le nœud est gros, ça c'est donc tous les chercheurs sur le cancer en France, l'élite des chercheurs sur le cancer en France en 2000, eh bien, vous regardez, plus le nœud est gros, plus la personne est centrale dans le réseau. Regardez le nombre de gens incroyables qui ont une hyper centralité dans ce réseau. Donc il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup consultés par beaucoup de monde. Regardez le réseau des prêtres du diocèse de Versailles, qui est en bas à droite. Vous avez juste l'évêque plus quelques représentants de les grandes gueules des niches sociales de l'évêché. Qui font partie du conseil épiscopal, qui sont consultés. Les autres ne sont pas consultés. D'accord ? Donc ça veut dire énorme centralisation du réseau de conseil. Et ce n'est pas surprenant de cette manière. L'évêque est maître absolu de son diocèse. Dès qu'un prêtre a des problèmes de quelque ordre qu'il soit, eh bien, soit il a son directeur de conscience, soit il va voir l'évêque ou il va voir le vicaire épiscopal. D'accord ? Bon. Ensuite, vous avez des situations un peu intermédiaires. Ça, c'est un cabinet d'avocats d'affaires en bas à gauche, où vous avez une centralisation qui est un petit peu... Elle est très faible chez les scientifiques, très forte chez les prêtres. Voilà. Donc la question du statut, elle est importante dans la construction des connaissances qu'on pourrait appeler autochtones, endogènes, ou des savoirs. Je ne sais pas, tu as hésité sur comment appeler ça, mais c'est quand même du savoir. Alors, il ne faut pas croire que ces individus qui ont un statut assez élevé doivent leur statut uniquement aux caractéristiques de leur personne. Vous avez ici une étude qui a été faite sur... C'est la même étude que les scientifiques dont c'est les mêmes scientifiques que ceux-là, là, en haut à gauche. Quand on regarde qui sont les gens les plus centraux et quelles sont leurs caractéristiques, on s'aperçoit que en fait, c'était les gens qu'on consulte le plus, les scientifiques, les chercheurs qui sont le plus consultés dans le milieu des cancérologues en France en 2000, ne sont pas seulement des gens qui ont une certaine ancienneté, qui sont connus, qui ont beaucoup publié, qui est d'une certaine manière consultés parce qu'en tant que personne, ils représentent quelque chose. Mais en fait, c'est pas seulement des gros poissons. Là, mais en fait, c'est des gros poissons dans des grosses mares.
C'est-à-dire qu'ils appartiennent à des très gros labos qui ont beaucoup de ressources, qui produisent beaucoup de postdoctorants, qui font circuler leurs postdocs, qui placent leurs doctorants dans les autres labos, qui les recrutent, qui dominent la collégiale de tous les cancérologues en France, etc. Donc, la centralité de quelqu'un, ce n'est pas uniquement une affaire personnelle, c'est une affaire d'organisation, une affaire d'institution, une affaire de réseau interorganisationnel. Ça, c'est juste pour situer un peu les choses en tant que sociologue des organisations. Donc, vous voyez la densité du réseau des gros poissons dans les grosses mares et la densité du réseau des petits poissons dans les petites mares. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que la taille de la mare, c'est-à-dire la taille de l'organisation, de l'institution dans lesquelles on travaille, auquel on est affilié, compte beaucoup pour l'explication du statut qu'on pourrait appeler épistémique des gens qui dominent les discussions autour de la construction de ces savoirs. Bon, je glisse, je passe. Maintenant, j'aimerais en venir à ce que disait Claude sur les relations entre les réseaux et les normes, hein, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors pour ça, je vais essayer de vous raconter l'histoire d'une enquête qu'on a faite sur les réseaux de conseil entre les juges, les 160 juges du tribunal de commerce de Paris, en 2000, 2002 et 2005. Donc je ne sais pas si vous connaissez le système consulaire des juges du commerce. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires. La moitié d'entre eux n'ont pas fait d'études de droit. Ils sont élus cooptés élus par les juges qui sont déjà en place et par les représentants des syndicats patronaux à la chambre de commerce locale du ressort de ce tribunal. Donc, voilà, ils nous ont laissé étudier leur réseau de conseil, leur réseau de demande d'avis, parce qu'en fait, ils sont très très fiers de leur réseau de demande d'avis, parce que la justification idéologique de l'existence du tribunal consulaire, qui est une sorte qui en théorie ne devrait pas exister, mais qui en pratique existe depuis 450 ans, c'est nous, hommes et femmes d'affaires, on connaît le fonctionnement du monde des affaires. Les juges qui sortent de l'École nationale de la magistrature ne connaissent rien du monde des affaires. Ils vont se faire rouler dans la farine par les gens du business. Donc, si on veut rendre la justice commerciale, il faut des gens qui s'y connaissent. Donc, les gens qui s'y connaissent, c'est donc une institution, le tribunal de commerce, qui leur appartient. Maintenant, ils viennent du monde de l'hôtellerie, ils viennent du monde de la finance, ils viennent du monde de la chimie, ils viennent du monde de... les marchands de fleurs et les marchands de vélos, il n'y en a plus tellement au tribunal de commerce de Paris, mais enfin, ils viennent de tous les secteurs, de tous les coins de l'économie parisienne. Et ils sont contents de montrer qu'entre eux, ils n'arrêtent pas de discuter, de se demander des avis, de se demander des conseils. Et c'est grâce au fait qu'ils mettent ensemble leur expérience et leur connaissance que leur institution est justifiée. Alors, voilà à quoi ressemble leur réseau de conseil au temps 1. Donc, il va y avoir 3 temps. On a mesuré ça en 3 temps et je vais expliquer la dynamique de ce réseau, si j'ai le temps. Vous avez ici donc un réseau de 160 personnes où vous avez 4 personnes au sommet de ce réseau, de la hiérarchie de ce réseau, qui sont les gens les super centraux, les gens que tout le monde consulte. Ils sont en rouge là. Ensuite, ça c'est le noyau. Ensuite, vous avez une semi-périphérie en vert de gens qu'on consulte beaucoup quand on n'a pas accès aux super centraux du noyau. Et puis ensuite, vous avez la périphérie, les gens qui sont en bleu, c'est les jeunes juges qui, eux, consultent mais ne sont pas consultés. Donc, on voit très bien qu'une hiérarchie se forme au niveau de la construction de la connaissance endogène par le monde des affaires sur comment rendre la justice commerciale et qu'au sommet, on a 4 personnes, un système quand même très hiérarchique et très centralisé. Donc, si vous voulez demander conseil à une des personnes super centrales, eh bien, vous allez, soit vous attendez que la personne réponde à vous rappelle si vous l'avez appelé, soit vous avez de la patience, soit vous allez voir quelqu'un qui, lui, est plutôt du côté de la semi-périphérie. Deuxième étape, on voit qu'il y a un processus, une dynamique de centralisation encore plus forte du réseau, parce qu'il y a une des personnes super centrales qui est partie à la retraite. La semi-périphérie s'est cassée en deux, vous avez des verts et des jaunes maintenant, et puis la périphérie, elle a un peu grossi avec les nouveaux entrants. Donc, une structure qui s'est encore plus centralisée. Et dans cette structure-là, les gens qui sont en rouge,
les supercentraux, ils n'en peuvent plus de tous les coups de téléphone qu'ils reçoivent pour, quand on leur demande leur avis sur telle ou telle chose, en fait, sur n'importe quoi, eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils finissent par déléguer les conseils à d'autres. C'est-à-dire que s'ils reçoivent un coup de fil de Georges, ils disent « Écoute, Georges, j'ai pas le temps, mais va voir Josiane. » D'accord? Josiane, elle connaît très bien ce genre de problème. Elle va te répondre beaucoup mieux que moi. Et du coup, le noyau augmente énormément en 2 ans et la semi-périphérie a disparu. D'accord? Donc, on a un système qui s'est centralisé de plus en plus et qui, à un moment donné, s'est décentralisé. Donc, on a la dynamique du réseau de conseil, elle est cyclique. C'est centralisation, décentralisation, et recentralisation et décentralisation, etc. Donc, comment on sait que ça va se recentraliser? Eh bien, on nous a expliqué, parce que les juges nous ont expliqué pourquoi cette dynamique. Eh bien, le problème, c'est que quand on a trop de monde dans le noyau, eh bien, ils n'arrivent plus à s'entendre sur les solutions à donner aux problèmes, parce qu'en fait, c'est très conflictuel. Donc, il n'y a pas de consensus possible à construire entre les chefs. Et quand les chefs ne s'entendent pas entre eux, c'est très, très, très mauvais pour ce genre d'institution qui est dans le collimateur de la chancellerie, de l'École nationale de la magistrature, de la cour d'appel, etc. Tout le monde attend qu'ils fassent des grosses erreurs pour bousiller cette institution qui est pourtant la seule qui est traversée indemne la Révolution française. Voilà. Donc, et alors, vous me direz, à quoi ça sert cette analyse de la dynamique des réseaux de conseil au tribunal de commerce de Paris? Eh bien, ça sert à montrer qu'en fait, il y a juste une petite catégorie de personnes dans ce milieu qui arrivent à se maintenir dans le noyau, quel que soit le degré de centralisation du noyau. Eh bien, dans ce noyau, ce sont les banquiers juristes, les banquiers qui ont fait du droit, qui font partie des supercentraux à l'étape 1, à l'étape 2 et à l'étape 3. D'accord ? Il n'y a que eux qui arrivent à surfer sur cette dynamique cyclique. Et quelles sont les conséquences du fait que ce sont eux qui sont toujours consultés? Eh bien, la conséquence, c'est que lorsqu'il y a en quelque sorte des controverses dans cette institution sur des sujets dans lesquels les juges ont un énorme pouvoir d'appréciation individuelle ou collégiale, lié au fait que les formations de jugement prennent des décisions sur lesquelles personne ne peut revenir, sauf à faire appel à la cour d'appel, eh bien, ces controverses, la position de ces juges qui sont dans le noyau, elle finit par, petit à petit, percoler et dominer le tribunal. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'au bout de 10 ans, par exemple, il y avait une énorme controverse sur la punitivité des juges en cas de dommages et intérêts. Quand par exemple, une entreprise ne respecte pas le droit de la concurrence, en situation de concurrence déloyale, elle est assignée par la victime. La victime demande des dommages et intérêts matériels, c'est-à-dire ce qu'elle a perdu comme argent parce que l'autre s'est comporté de manière illégitime, illégale, mais elle demande aussi des dommages moraux. Et les dommages moraux, c'est une sorte d'amende, une punition pour que l'entreprise qui s'est mal comportée apprenne qu'il ne faut pas bousiller les circuits naturels du marché. D'accord ? Et alors, les dommages moraux, ça, c'est ce qu'on appelle la punitivité. Ça peut aller de 1 euro symbolique jusqu'à 100 millions d'euros symboliques. Voilà, quand on a fait notre enquête, Gucci Morgan Stanley a été condamné à 100 millions d'euros de dommages moraux punitifs parce qu'ils s'étaient interférés avec une tentative de PPR qui voulait absorber Gucci et ça n'avait pas marché. Donc le juge, qui était un juge issu de l'hôtellerie, avait donné 100 millions d'euros de dommages punitifs à PPR évidemment, aux dépens de Morgan Stanley, qui est une banque. Scandale, au bout d'un certain temps, les banquiers commencent à s'organiser, parce que quand les dommages punitifs atteignent des sommes comme celle-là, il n'y a que les banques qui peuvent les payer. C'est pas grave, parce qu'il n'y a que les banques qui sont assez riches pour ça.
Du coup, les juges banquiers reçoivent l'instruction de l'Association française de banque de commencer à saper les jugements punitifs. Il faut que les juges du tribunal de commerce deviennent non punitifs, c'est-à-dire que, d'accord pour accorder des dommages symboliques, des dommages moraux, mais 1 euro symbolique, pas plus. D'accord ? Donc, voilà. Et ce qu'on observe, c'est qu'au bout de 10 ans, le tribunal de commerce de Paris est devenu non punitif. Donc, je pourrais vous donner d'autres exemples sur l'interventionnisme dans les marchés et l'interventionnisme dans les conseils d'administration, qui étaient d'autres controverses, mais je n'ai pas le temps. Donc, à quoi ça sert cette dynamique ? Eh bien, ça sert à comprendre, cette dynamique des réseaux de conseils, ça sert à comprendre comment les normes changent, qui arrive à promouvoir des nouvelles normes, à remplacer d'anciennes normes par des nouvelles. Voilà. Donc, et ce qui nous a vraiment beaucoup surpris, c'est que ce qu'on appelle l'homophilie normative, c'est-à-dire le fait que, par exemple, Claude et moi, on ait la même épistémologie, on croit dans les mêmes normes, on a les mêmes valeurs, et ben c'est pas ça qui va pousser Claude à venir me demander conseil, c'est pas ça qui va faire que moi j'irai lui demander conseil. Donc l'homophilie normative a très très peu d'influence propre, intrinsèque dans la vie sociale. C'est pas très sociologique à dire parce qu'en fait Durkheim y comptait beaucoup sur le poids des normes dans la vie sociale et la socialisation, etc. Mais ce que montrent ces enquêtes, c'est que voilà quoi. Ça, toutes seules, les normes ne pèsent pas lourd. Il faut que derrière les normes, il y ait les structures relationnelles en particulier. Il faut qu'il y ait les statuts pour faire de ces normes des normes prioritaires. Bon, j'arrête là, mais enfin, l'alignement plutôt que l'homophilie, plutôt que la reconnaissance des pairs du point de vue normatif. C'est pas très marrant, mais voilà. Même les juges qui sont des gens libres, entre guillemets, etc., s'alignent sur la hiérarchie. Alors, Claude et moi avons dirigé la thèse de Jaime Montes, qui a fait des choses à peu près semblables auprès des viticulteurs de Côte-de-Beaune. Donc, il a étudié le réseau de demande d'avis technique entre les viticulteurs, les réseaux d'amitié, les réseaux de coups de main, etc. Il a trouvé quelque chose d'intéressant en termes de dynamique. Par exemple, il montre que ces réseaux qui sont très très personnalisés ne sont pas toujours stables et qu'en fait, ces infrastructures relationnelles, elles servent aux viticulteurs de manière sophistiquée, de manière différenciée. Par exemple, quand les viticulteurs ont des problèmes assez ordinaires qu'il faut résoudre, pour lesquels on a la longue durée pour les résoudre, eh ben, ils prennent le temps de se consulter mutuellement, c'est très collégial, ils s'appellent, ils s'observent, ils se demandent des avis, ça se passe à l'intérieur de la niche à laquelle ils appartiennent. Mais à partir du moment où ils ont un problème urgent, un problème technique à résoudre du jour au lendemain, là, ils prennent leur téléphone et ils appellent leur ancien mentor. Là, tout d'un coup, les différenciations horizontales ne comptent plus du tout. Ce qui compte, c'est qui a le savoir. C'est quelle est la personne. Et on retrouve les structures supercentrales où on a des pairs, des collègues supercentraux qu'on ne peut identifier qu'avec des analyses de réseau parce qu'ils n'ont absolument aucune, à part l'ancienneté, ils n'ont pas de caractéristiques très identifiables. Voilà. Alors, Claude lui-même a fait ce genre d'études, mais je pense qu'il est lui-même mieux placé pour en parler. Mon temps étant épuisé, je vais conclure. Maintenant, la construction de ce genre de connaissances endogènes, de savoir bottom-up, n'est-ce pas, elle correspond à une forme d'intelligence collective dont les membres ont besoin. Mais dans cette période de transition agroécologique, on peut aussi se poser la question de savoir si le genre de reconstitution que Claude et d'autres et moi faisons de réseaux d'acteurs, finalement, d'acteurs sur le terrain, à qui ça profite ce genre de reconstitution. Est-ce que ça profite aux acteurs eux-mêmes? Ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre.
Je pense que oui, mais il faudrait voir la couleur du discours des acteurs eux-mêmes pour s'en assurer. Bien sûr que les chercheurs, ça leur profite parce qu'ils explorent des nouvelles dynamiques sociales et qu'ils s'interrogent beaucoup sur la liberté d'innover face à la technoscience, n'est-ce pas, qui impose, elle, ses solutions de manière top-down. Et puis, il faut savoir aussi que les institutions deviennent de plus en plus sophistiquées dans le suivi du fonctionnement de ces réseaux. Et alors, dans d'autres domaines, on est largement dépassé par l'armée, par la police, par les grands consultants dans les analyses de réseau, que nous avons pourtant inventées. Donc, voilà. Donc, ça, je crois que c'est une vraie question politique qui se pose. Et enfin, je pense que la question qui a été soulevée tout à l'heure sur les relations entre ces relations, comment dire ça, c'est la construction de ces savoirs endogènes à partir de relations personnalisées, elle se repose maintenant, cette question-là, avec l'existence des plateformes et des outils technologiques en ligne. Mais personnellement, je partirais de l'hypothèse qu'on ne peut pas se passer des relations personnalisées entre les acteurs et que les plateformes technologiques en ligne, si elles ne sont pas articulées sur des réseaux de relations, d'échanges sociaux personnalisés, n'ont aucune chance de fonctionner. Donc je pense qu'il y a une dynamique interactive entre ces deux dispositifs qu'il faudrait explorer davantage et qu'on connaît très très mal. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer directement aux ateliers, sauf s'il y avait une question brûlante.